Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. D'après un sondage publié par Médiamétrie en 2022, presque 60% de la population utilise les médias sociaux au moins une fois par jour. Dans un monde où ces réseaux façonnent de manière significative nos comportements et nos perceptions, il est impératif d'envisager une approche plus engagée de l'influence digitale pour façonner un avenir durable et préserver la planète. Comment l'influence peut-elle être un levier de changement positif ? De quelle manière trouver ou proposer du contenu à la fois esthétique et divertissant, mais aussi instructif et engagé ? Mannequin et influenceuse, notre invitée du jour est pourtant loin des clichés de superficialité et de consommation exacerbée que l'on attribue à ces métiers. Elle utilise sa visibilité pour informer, s'engager et véhiculer des valeurs et du sens profond. Son livre, coécrit avec sa sœur Camille, autrice et journaliste, s'intitule « Influenceur, influenceuse, engagée ». Disponible aux éditions Jouvence, il se présente comme un guide riche de conseils pratiques et idées inspirantes. Découvrons avec Charlotte Lemay comment utiliser les réseaux sociaux pour aller au bout de son engagement avec honnêteté, sincérité et authenticité. Salut Charlotte et merci. Salut, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on est en forme ? Oh là là, la grande forme là. La grande forme. Bon. Eh bien, soit on va venir la combler, soit on va venir du coup la retrouver, cette forme. Alors déjà, pour commencer, pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas, Charlotte, tu démarres à 17 ans une carrière de mannequin. Elle est florissante, beaucoup de contrats, de nombreux déplacements, mais quelques années plus tard, tu subis un burn-out carabiné. Alors déjà, j'aimerais bien commencer par ça. Quels ont été pour toi les symptômes de cet épuisement professionnel ? Tout simplement, je suis devenue un légume. J'arrivais plus à... J'ai fait des malaises, je faisais des malaises à répétition. Et il y a eu le tournage de trop, où je faisais en fait mes études en parallèle de droit et d'histoire de l'art. Donc j'avais déjà un emploi du temps bien chargé. Et les shootings commençaient à très bien marcher. Et je me suis retrouvée sur un tournage d'une pub télé avec 30 personnes qui attendaient que je fasse mon travail. Et je ne tenais plus debout. Et en fait, malaise à répétition. Et j'avais plus la force de sortir de chez moi après ça. J'avais plus l'énergie d'avoir une discussion. Vraiment, ça a été plusieurs mois très, très compliqués. Et du coup, jamais entre ce parallèle, du coup, j'imagine que tu combinais à la fois les études et cet emploi du temps de mannequin. Jamais tu t'es dit, je vais arrêter les études pour me dédier, ou c'est qu'il n'y avait pas encore assez de revenus, ou quelle était ta réflexion ? Non, les études, c'était hyper important pour moi. En fait, le mannequinat, c'est pas un métier de passion. Je suis vraiment tombée dedans, je vais pas dire par hasard, mais on m'a repérée quand j'avais 16 ans. Je m'attendais même pas à faire ce métier dans ma vie. Je savais pas que c'était un vrai métier, d'ailleurs. Je pensais que c'était un petit job d'été. Et bon, il se trouve que finalement, ça fait bientôt 14 ans que je fais ça, donc c'est un vrai métier. Voilà. Et non, il a jamais été question que j'arrête mes études parce que je voulais être commissaire-priseur et j'étais passionnée par ce que j'étudiais. Et le mannequinat, ça me permettait... C'était un job alimentaire, si je peux dire. Ça marchait bien. Ça a toujours marché correctement. De quoi payer mon loyer et ma vie et être indépendante. Mais c'est vrai qu'à la fin, disons qu'à la fin de mes études, en 5e année, c'est là que le mannequinat a pris beaucoup d'importance et où à ce moment-là, je prenais beaucoup l'avion. Plusieurs fois par semaine, j'étais en voyage, même le week-end en fait. Et j'enchaînais pour essayer d'intercaler mes examens, mes partiels et mes shootings et mes voyages.
Et je me suis pas rendu compte que je m'épuisais. Je pense que je me suis renfermée et j'ai voulu que tout se passe bien. Et comme j'arrivais à gérer, je continuais et j'ai tiré sur la corde. Jusqu'à ce que mon corps me dise, en fait, non, pas du tout, quoi. C'est fini, là. On peut plus. Et alors, malgré tout, malgré ce burn-out, tu as décidé quand même de conserver une carrière de mannequin. Oui, tout à fait. En mettant de côté la partie plus études, en te disant, je m'y consacre, c'est l'aventure que j'ai envie de vivre à fond, le mannequinat. En fait, j'ai terminé mes études, je suis allée au bout de mes études. Et donc, à ce moment-là, je me suis demandé si j'allais en école de commissaire-priseur ou en tout cas que j'allais vers un métier plus dans la suite de ce que j'avais étudié ou si je continuais le mannequinat. Et comme le mannequinat est un métier hyper éphémère et que ça marchait bien pour moi, je me suis dit, je profite et je profite de ce métier maintenant, quoi. Oui, puis tu avais le bagage, quoi qu'il arrive, à côté de tes études pour y revenir plus tard, quoi. C'est ça. C'est je gagné, me suis dit, allez, je fais 2 ans de mannequinat, je mets de l'argent de côté, je vis cette expérience et après je reprends pas mes études, mais mon parcours, quoi. Et alors, à quel moment tu as réalisé que cette activité professionnelle de mannequin, elle pouvait parfois manquer un peu de sens, mais surtout que tu avais besoin de corriger cela? Alors, j'ai pas la date exacte. Je sais qu'en tout cas, j'ai fait mon mémoire sur l'écologie, donc je sais que ça me travaillait et que c'était déjà en 2016. Donc c'est un sujet qui me préoccupait. Et là, ça a été hyper progressif. Et ça a commencé par les marques avec lesquelles je travaillais, les marques de fast fashion, où je me suis dit, ok, j'ai plus envie d'acheter de la fast fashion alors que j'y allais beaucoup. Dans ces grandes enseignes, H&M, Zara, blabla, c'était vraiment tout le temps, quoi. Et quand j'ai décidé d'arrêter là-bas, et quand je me suis remise en question sur mes cosmétiques et sur l'avion que je prenais tout le temps, progressivement, j'ai un peu tâté le terrain avec mon agence pour essayer de voir ce que je pouvais faire à mon niveau. Et donc, ouais, ça fait déjà 8 ans que je remets un petit peu en question tout ça. Alors, effectivement, tu es mannequin, mais du coup, tu es aussi influenceuse, et surtout influenceuse engagée. Et par rapport à ce monde de l'influence, on sait qu'il ne jouit pas forcément d'une belle image, et notamment que le mode de vie des influenceurs et influenceuses ultra-consuméristes plaît de moins en moins aux internautes. D'après ton expertise sur ce métier, à quoi est liée cette dérive un petit peu sur les réseaux sociaux? Je dirais, déjà, on sait aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montrent que plus de la moitié des jeunes sont éco-anxieux et pensent qu'on est foutu, et que vraiment, il n'y a rien à faire. Donc, le premier élément, c'est que les jeunes aujourd'hui ne savent pas vraiment comment agir et comme on est foutu, en fait, ils se disent pourquoi changer mon mode de vie. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il y a des marques de fast fashion, mais il y a aussi les marques d'ultra fast fashion, par exemple, qui ont débarqué et qui ont des techniques tellement agressives pour attirer, avec des prix toujours plus bas et qui donnent toujours plus envie d'acheter et de consommer, qu'en fait, on est un peu dans un engrenage. Et c'est comme une addiction. On ne peut pas s'en défaire. On ne peut pas espérer de la part des jeunes de pouvoir se défaire de l'addiction des réseaux sociaux, ni même de la surconsommation. Il faut que ce soit un travail collectif. Et je pense qu'on est tombé dans un cercle vicieux et une dérive un peu incontrôlable. Et voilà, il y a un travail de tous les côtés à faire, en fait. Et quels seraient, toi, par rapport à ton parcours, les premiers conseils pour aller à l'encontre de cela, cette partie-là ultra-consumériste, et mettre à profit, en tout cas, sa notoriété, sa communauté, pour essayer de transmettre d'autres valeurs? C'est quoi un peu les premières étapes? La première étape, c'est quand même de se renseigner, c'est de prendre conscience de l'impact qu'on a, à plusieurs niveaux. Parce que quand on est influenceur, on parle... quand on est sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, parce qu'on est tous un peu influenceurs de quelqu'un, de nos proches... En fait, dès qu'on a même une petite communauté, ça joue. On a du pouvoir sur les autres et on a un impact sur les autres. Donc, la première chose à faire, se renseigner, prendre conscience que tout ce qu'on fait a un impact. Manger, se déplacer, se chauffer, tout vraiment est important. Et donc, tout ce qu'on va partager sur les réseaux sociaux va faire un peu un effet boule de neige. Ça, c'est la première chose. Ensuite, peut-être reprendre, moi, c'est ce que j'essaie de faire, reprendre les codes du consumérisme, de cette société du désir que je connais bien par le mannequinat et par les réseaux sociaux, qui sont de donner envie de toujours plus, donner envie d'un voyage, donner envie d'un vêtement, mais les utiliser à bon escient. Et en fait, donner envie d'un voyage en train plutôt qu'en avion, parce que c'est en moyenne 80 fois moins de CO2 par voyage. Donc voilà, ça a beaucoup d'impact. Donner envie de manger un repas végétarien et montrer que ça peut être délicieux et qu'on n'a pas besoin de viande pour kiffer, en fait. et voilà, juste être un petit peu plus raisonnable dans ce qu'on partage et avoir conscience qu'on a un impact.
Et quand on est comme ça dans ce monde de l'influence et du mannequinat, on imagine souvent ces gens-là narcissiques, superficiels, parfois on les dit pourri gâtés ou encore surpayés. Mais toi, tu dis que la réalité est bien différente. En quoi la réalité est-elle différente ? En fait, effectivement, on a plein d'a priori sur le métier d'influenceur parce qu'on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire au quotidien. Enfin, si j'en parle à des personnes de la génération de mes parents, surtout, enfin, tu vois, à partir de 40 ans, on est un peu perdu sur ce que c'est. Et même si on ne connaît pas ce métier, on ne comprend pas ce qui s'y passe. Et en fait, c'est un métier où on doit avoir plein de casquettes. C'est un métier qui est très exigeant et qui implique qu'on soit justement dans cet engrenage des réseaux sociaux, un peu tout le temps. Donc en fait, c'est un métier où on n'a pas vraiment de pause. On est tout le temps en train de réfléchir à son image, à ce qu'on partage. Et en fait, ça demande des capacités de photographie, peut-être de maquillage, peut-être de stylisme, de direction artistique, de savoir présenter aussi. Parce qu'en fait, on est invité à des événements, on doit rencontrer tout le temps des nouvelles personnes, on doit bien présenter. Enfin, en fait, c'est un métier qui est assez large et qui demande pas mal de travail. Il ne faut pas croire qu'en fait, du jour au lendemain, on peut décider de travailler sur les réseaux sociaux et que ça cartonne. Et que ça dure dans le temps, surtout. Parce qu'il y en a des profils qui buzzent, mais sur le long terme... Qu'est-ce qui reste, quoi. Ouais. Et il y a ceux qui restent, c'est encore autre chose. Je pense que pour tenir sur le long terme et gagner sa vie avec ce métier, faut être sacrément organisé. Et accroché. Et j'ai l'impression que tu l'es, parce que c'est vrai que c'est intéressant de découvrir qu'il y a toutes ces compétences. Il faut être à la fois un peu photographe, vidéaste, styliste, monteur, parfois, j'imagine. Oui. Et ça serait quoi ? Donc ça, c'est les compétences. Ça serait quoi un peu les qualités plus humaines qu'il faut parfois avoir pour tenir un peu le coup de cet investissement long terme ? Alors, c'est vrai que selon moi, il faut être authentique et sincère dans ce qu'on partage, mais tout en se préservant. Il faut trouver. En fait, c'est un équilibre. C'est toujours un équilibre parce que pour avoir une communauté avec laquelle on échange et qui nous suit sur le long terme, si on raconte n'importe quoi et qu'on partage une marque puis une autre le lendemain et que ça n'a pas vraiment de sens et de continuité et de fil et qu'il n'y a pas d'expertise, finalement, il y a tellement de concurrence qu'on peut vite passer à la trappe en fait. Et est-ce que tu t'es sentie légitime dès le début ? Pour parler d'écologie ou pour l'influence ? Même de l'influence, de te dire au début, je vais mettre en avant potentiellement des marques, mettre en avant des lieux. Comment tu as décidé un peu de te lancer là-dedans ? Comment tu t'es dit, ah oui, je me sens pertinente, ou en tout cas, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à raconter ou à partager ? En fait, quand je me suis intéressée au sujet de l'écologie et que j'étais mannequin en même temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment, à l'époque en tout cas, il n'y avait pas vraiment de site ou d'influenceurs ou de marques qui étaient cool et qui parlaient de ça. Et je me suis dit, mais en fait, je sais pas, je m'y retrouve pas. Je trouve pas ça sexy, quoi. Les sites sur l'écologie, c'était toujours, tu vois, je sais pas comment dire, tu sais, le site à l'ancienne, hyper, tu sais, toujours les mêmes codes couleurs, un peu vieux jeu, quoi. Voilà, ouais. Qui sont trop bien et c'est génial. Mais en fait, j'avais l'impression qu'on n'attirait pas les mêmes personnes avec, tu vois, j'aimerais bien qu'un Vogue fasse un Vogue Green, tu vois. Parce que ça attire du monde. Et donc, je sais pas si je me suis sentie légitime, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, donc je fais les choses progressivement. Mais j'ai senti qu'il y avait une place. Il y avait vraiment une place à prendre et malheureusement, j'ai envie de dire, encore aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de place, mais qui la prendra et qui saura aussi mettre à profit son énergie pour ce genre de sujet, quoi. C'est ça, surtout des influenceurs qui justement ont ces codes du sexy et du désirable. Et j'ai l'impression qu'il y en a peu aujourd'hui qui proposent de parler de sujets vraiment engagés, de s'engager sincèrement. Quelles sont les peurs qui sont liées à cette envie de s'engager, d'être une influenceuse ou un influenceur engagé ? Qu'est-ce qui peut être pourquoi on est réticent ou réticente à ça au début ? Déjà, justement, il y a cette peur de ne pas être légitime pour parler d'un sujet. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on doit être expert pour parler d'écologie, alors que c'est un sujet qui nous concerne tous. Et que si on attend d'être expert ou d'être parfait pour parler d'écologie, vraiment, on va être dans la merde parce que personne ne pourra en parler, quoi. Et parce que personne n'est parfait, même dans le milieu écolo. On ne peut pas être parfait dans un système imparfait. C'est ça le truc, c'est très compliqué. Donc je dirais que la première peur, c'est la peur du manque de légitimité.
Après, il y a la peur d'être critiqué, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'engage, quel que soit le sujet, mais surtout sur l'écologie, qui est un sujet qui est un peu brûlant d'actualité, après, on va aller, enfin la communauté ou même les personnes qui vous suivent pas vont aller chercher la petite bête et vont aller chercher l'erreur, l'imperfection, la contradiction dans ce qu'on partage. Et comment on se protège de ça ? Est-ce qu'on y arrive ou quelles sont les techniques ? Est-ce que ça peut passer ? Enfin, je ne me rends pas compte. On peut pas vraiment, je crois que c'est avec le temps. Enfin, moi, c'est bête, mais c'est une personne qui m'a dit un jour, mais regarde, parce que j'étais hyper mal de ce genre de commentaires et je les vivais vraiment, je les prenais très à cœur parce que j'avais l'impression de faire déjà tellement de choses pour améliorer mon quotidien et pour essayer d'en parler. Et donc, je prends des risques à en parler. Et en fait, il y a des personnes qui vont venir pointer du doigt les petites choses. J'étais un peu découragée et on m'a juste dit, mais regarde, la personne qui te met ce commentaire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est sûrement dans son canapé, en train de se dire, tiens, qui je vais pouvoir aller critiquer aujourd'hui ? Et je pointe du doigt ça, mais en fait, c'est juste un reflet de sa propre peur et de sa propre angoisse probablement, ou de sa propre inaction. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ok, c'est vrai qu'en fait, je fais, au moins je fais. Oui, ceux qui font un peu toujours raison, quand même. Bah oui. Enfin, celles et ceux, en tout cas, qui font. Oui. Et par rapport à ça, tu disais, c'est très juste, être imparfait, c'est parfait. C'est même l'un des titres du coup, de tes sous-chapitres dans ce livre. Et tu parles même du concept dangereux de la pureté militante. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et c'est quoi un peu les dangers avec cette pression de devoir être ou de se sentir irréprochable ? Alors, la pureté militante, ça, c'est un vrai sujet, justement, quand on s'engage. C'est ça, c'est l'idée qu'il faudrait être parfait pour pouvoir parler d'un sujet. Et en fait, on va avoir des détracteurs et des personnes qui vont regarder tout ce qu'on fait de côté. Et il y a Laurie Tillman qui a fait un podcast là-dessus, sur la pureté militante, qui est très cool. Elle en parle. Justement, elle souffre beaucoup de ça. Et pour donner un exemple, j'ai posté un jour une story. Enfin, ça m'arrive tout le temps. Hein. Mais un jour, je poste une story de ma tasse réutilisable dans le train. Et je mets dans cette tasse, il y a un Starbucks que j'ai trouvé dégoûtant, tu vois, à la gare. Voilà. Bref. Et là, je me suis pris une espèce de message de haine d'une journaliste, d'ailleurs. Enfin, ça, c'était même pas un profil caché. Qui me disait, mais tellement de contradictions, tu bois un Starbucks et tu parles d'écologie. Et c'était assez agressif comme message. Et je me suis dit, mais pourquoi de bon matin m'envoyer J'ai même pas encore vu mon passé, j'ai bu mon café, mais quand même. Vraiment m'envoyer un truc pareil. Et en général, ce que je fais, c'est que si je suis affectée, parce que c'est pas toujours le cas, je partage le commentaire en story, sans dénoncer la personne, parce qu'il s'agit pas de se harceler les uns les autres, pas du tout. Oui, de rediriger, pour le coup, l'agressivité ou la violence, je suis d'accord. Ouais. Exactement, faut surtout pas faire ça, ne rentrons pas dans ce jeu. Mais juste, je partage et je dis, voilà, c'est dommage, parce que là, cette personne aurait pu remarquer tout ce que j'ai fait comme effort. Sur cette photo, on voit que je prends le train, que j'ai apporté ma petite tasse réutilisable. Et à la place de ça, elle note les contradictions. Et voilà. Et en général, on reçoit déjà une vague d'amour. Et des personnes qui souvent sont silencieuses dans notre communauté, parce que il y a beaucoup de personnes pour critiquer, mais si on n'exprime pas un besoin d'être encouragé ou d'être soutenu, c'est étonnant, mais il y a beaucoup de personnes silencieuses aussi. Et quand on partage ce genre de commentaires, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui nous suivent et qui aiment ce qu'on fait et qui nous soutiennent. Et puis ça fait prendre du recul. Et puis avec le temps, on s'habitue et on prend confiance en ce qu'on fait aussi. Donc ça peut être une technique pour mieux vivre les critiques, par exemple, sur les réseaux. C'est de potentiellement les partager sans notifier, évidemment, la personne, mais derrière de les partager et de raconter aussi ce qu'on ressent, ou potentiellement d'expliquer qu'on est dans un processus, dans un apprentissage un peu, et qu'il est imparfait. Exactement. Ça, je trouve ça hyper important aussi, c'est d'être transparent sur l'endroit où on en est. Tu vois, réagir à un commentaire. Je réagis pas à un commentaire qui est juste haineux gratuit. Bien sûr, une insulte comme ça, je me dis, bon, ok, ça, c'est pas agréable, mais bon, voilà. En revanche, quand il y a une critique un peu construite, je me dis, peut-être qu'il faut que j'en parle à ma communauté, parce que peut-être que c'est quelque chose qu'ils ressentent aussi. Et c'est bien, à ce moment-là, de faire un point et de dire, voilà, là, je suis critiquée là-dessus, je vous explique mon point de vue, pourquoi j'ai choisi de faire ça. Et ça, c'est souvent très bien reçu. En fait, on aime la transparence, on n'aime pas forcément la perfection, mais on aime quelqu'un qui
qui joue carte sur table. Et dans ce besoin d'acquérir des compétences pour se sentir un peu légitime, c'est quoi un peu les premières étapes? C'est à travers de la lecture, c'est à travers plutôt des émissions, radio, télé? C'est quoi les premières étapes si on a envie d'avoir une influence un peu engagée? Ou en tout cas, pour toi, quel a été le parcours qui t'a permis de petit à petit te sentir plus forte et plus riche? Mais je pense qu'il faut faire avec ce qu'on aime consommer comme contenu. D'ailleurs, ça peut être sur les réseaux sociaux parce que maintenant, il y a énormément de contenu hyper cool, comme le site. Alors moi, c'est ce site-là qui m'a vraiment d'ailleurs sensibilisée, c'est Bon Pote. Et c'est d'ailleurs un bon pote qui tient le site. Mais c'est vraiment de la vulgarisation écologique, c'est hyper accessible, mais très bien sourcé. Tu vois, il n'y aura pas de bêtises là-dedans, quoi. Ils mettent des semaines à rechercher et à approfondir les articles. Donc ça a été un des sites qui m'a touchée au départ. Après, ça peut être par des documentaires. Il y a tous les documentaires d'Hugo Clément sur le front. Il y a des documentaires sur Netflix. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les Seaspiracy, Cospiracy, sur le traitement des animaux, qui sont vraiment de l'agriculture et de la pêche. Et ils sont vraiment très bien faits, qui sont un peu chocs. Après, en lecture, c'est aussi très personnel de trouver. Là, j'ai pas d'exemple. Si, j'aime beaucoup les livres d'Aurélien Barraud, qui sont assez courts et accessibles pour faire une bonne introduction à ce sujet. Et je dirais qu'il faut... En fait, c'est un sujet tellement vaste que moi, je ne cesse jamais de me renseigner par tous les moyens, quoi. Podcast, lecture, magazine, réseaux sociaux, livres. Oui, vidéo, film, documentaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a on est quand Mais même des belles propositions, quoi. Bah oui, et il faut pas hésiter en fait. Parce que, encore une fois, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais il est complexe et il est vaste. Donc on ne cesse jamais d'apprendre. Bien sûr. Alors, tu parlais de Bon Pote et ce média indépendant qui alerte sur le changement climatique. Il propose notamment de calculer son empreinte carbone pour la revoir. Et c'est notamment à travers le train que ça peut se passer. Et parfois, tu dis dans ton livre qu'on est ralenti par ce fameux triangle de l'inaction. Alors, de quoi s'agit-il pour tous nos auditeurs, auditrices, et comment essayer de le dépasser même à son échelle individuelle? Alors, le triangle de l'inaction, c'est se dire, OK, moi, consommateur, je peux améliorer ce que je fais, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est l'État qui a vraiment de l'impact. Et l'État va dire, bah oui, OK, on peut avoir de l'impact, mais en fait, ça va être les entreprises, c'est elles qui ont l'argent, c'est elles qui ont l'impact. Et les grandes entreprises vont dire... Ah, mais nous, on peut avoir de l'impact, mais il faut que l'État nous aide. Et il faut que les consommateurs consomment autrement, parce que nous, on vend ce que les consommateurs veulent. Et en fait, tout le monde se rejette la faute. Ouais. Or, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'État, des entreprises et des consommateurs, enfin, de nous, en fait. Et après, on n'a pas tous... Attention, on n'a pas tous la même part de responsabilité. Bien sûr, ouais. Effectivement, individuellement, on a moins d'impact qu'une grosse entreprise ou que l'État. Mais... nos votes, signer une pétition, consommer, tout ça, ensemble, ça a vraiment de l'impact. Et c'est pas seulement une goutte d'eau, en fait. Oui, c'est un peu le soft power, quoi, mine de rien, mais qui peut devenir, strong power, quoi. Sans faire de mauvais anglicisme, mais c'est un peu ça l'idée, quand même. Exactement. Et, le but, t'en parles, c'est nourrir ses convictions et vaincre aujourd'hui un gros phénomène, t'en parlais tout à l'heure, l'éco-anxiété. Ouais. Et c'est un terme qui est apparu officiellement en 2019 pour préciser ce sentiment de révolte et d'impuissance, au point typiquement qu'en 2022, par exemple, 37% des Français et Françaises de 16 à 30 ans hésitent par exemple à avoir des enfants, d'après la fondation Jean Jaurès. Donc c'est une fondation en plus jugée d'utilité publique. Comment l'as-tu vécu de ton côté, cette éco-anxiété, et c'est quoi que tu recommandes comme remède pour l'éviter, voire sinon réduire sa sensation? Moi, je l'ai très mal vécu. Et j'ai l'impression que c'est par vague. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse la retirer complètement parce que finalement, éco-anxiété, est-ce que c'est pas juste être lucide par rapport à ce qui se passe? C'est angoissant ce qui se passe. On a une chute de la biodiversité, on est en train de dépasser plein de limites sur ce que peut supporter notre planète. Et donc, ça fait peur et je crois que c'est normal et il faut l'accepter déjà. Il faut se dire qu'on n'est pas fou, qu'on est en train de vivre quelque chose de bouleversant. Mais pour la vaincre, je dirais qu'il faut être dans l'action. C'est ça qui finalement a eu le plus d'impact pour moi. Moi, ça a été de créer mon association, notamment. Ça a été de m'engager toujours plus au quotidien, de parler de ça, d'échanger, de me rapprocher de personnes qui ressentent la même chose que moi. Parce que quand on est trop en décalage avec son entourage, que ce soit sa famille ou ses amis,
en fait, on a l'impression de buter contre un mur. Et on est là, mais tu vois pas ce qui se passe. Genre, mais pourquoi tu fais rien, toi? Genre, en fait, t'es dans la peur et t'as personne avec qui le partager. Et donc, il faut aussi s'entourer de personnes qui ressentent ces choses-là. Soit les trouver sur, encore une fois, les réseaux sociaux, soit les trouver dans la vie, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est ça, être dans l'action, bien s'entourer, faire des moments dans la nature, se reconnecter. Parce qu'en fait, ça paraît tout bête, mais c'est prouvé pour des tonnes d'études. On a besoin, tu vois, les balades en forêt, être devant la mer, en fait, ça nous apaise, ça nous fait du bien, ça nous recentre, ça nous reconnecte. Et ça, c'est aussi un des remèdes. Et que ça nous redonne surtout envie, j'ai l'impression, de la défendre et de la préserver, cette nature. Oui, quand on est connecté à elle et qu'on sent aussi tout ce qu'elle nous apporte, tous les bénéfices et tout le bien-être que ça offre, c'est clair que ça donne envie, je trouve, un peu de Exactement, de plus ça nous se rappelle donner. pourquoi on veut se battre et on doit se battre. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, tu disais, on est tous un peu influenceurs ou influenceuses au quotidien, qu'on ait 200 followers ou 2 millions. Alors pour le coup, que l'on ait une mini-communauté ou une grande tribu, tu recommandes de créer une connexion avec ses followers en incarnant son parcours de manière authentique. Tu disais, c'est l'une des qualités premières, l'authenticité. Alors ça serait quoi un peu tes recommandations pour mettre en valeur sa propre histoire, pour captiver son audience? S'il y en a qui ont envie de se lancer, quels seraient un peu quelques tips là, quelques billes que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, apprendre à se connaître et savoir quelles sont nos passions, ses passions, ses domaines d'expertise. Par exemple, on peut pas se dire, j'arrive sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai mon neveu qui m'a dit, je veux être influenceur. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Tu veux partager quoi en fait? Ah, je sais pas, je veux juste gagner de l'argent et être connu. Et je dis, mais tu vas intéresser qui à faire ça? En fait, l'idée, c'est un cercle vertueux pour le coup. Si on est sincère et si on est vraiment passionné et qu'on se renseigne sur un domaine et qu'on informe les gens, il va y avoir une communauté et tout ça va se nourrir en fait. Pour moi, notre passion et notre conviction va nourrir les réseaux sociaux et inversement. Donc je dirais que mon conseil, c'est de savoir ce qu'on a envie de partager avec les autres dans la vie, ce qu'on a envie de faire au quotidien. Il faut partager ça sur les réseaux. Et pour rebondir par rapport à ton neveu, ce que tu en parles, et c'est un peu aussi une sorte de mythe, toutes les influenceuses et tous les influenceurs ne sont pas surpayés, ne gagnent pas leur vie, soit ne la gagnent pas très bien comme on l'imagine, soit ne la gagnent pas. Je ne sais plus quel pourcentage, mais c'est 4% des influenceurs en France qui gagnent correctement leur vie. Oui, donc et correctement, c'est pas énorme. Je me souviens plus du chiffre pour le coup, mais je sais que c'est moins de 50 000 € par an. Oui, donc effectivement, pour que les gens décident de s'investir, il faut qu'il y ait derrière de la motivation un peu sincère, un peu authentique. On peut pas débarquer du jour au lendemain et avoir tout de suite des tonnes d'abonnés et puis après que ça dure sur des années. Enfin, on voit une Léna Situation, par exemple, qui est une des plus grosses influenceuses en France aujourd'hui. Elle a plusieurs millions de personnes qui la suivent, elle a une communauté ultra engagée, mais c'est une bosseuse. Il n'y a rien qui est au hasard. On a l'impression que c'est spontané. Ça ne l'est pas du tout. Enfin, ça ne l'est pas du tout. Il y a du spontané, c'est ça qui est charmant et tout ça dans son personnage, mais c'est une bosseuse. J'allais être vulgaire. Et il y a de plus en plus de personnes présentes sur les réseaux qui partagent aussi un peu les coulisses pour montrer que c'est un vrai investissement, un vrai travail et que limite le plus dur, c'est de réussir à couper. Comme tu disais, parce qu'on pense souvent aux prochaines publications, à la prochaine promotion, aux prochaines mises en avant. Ouais. Donc comment tu fais pour couper? Tu te coupes des réseaux à des moments où tu arrives à te dire je ne m'y connecte pas? Oui. Ok. Ouais. Après, je dirais que c'est même essentiel. Pour faire du bon contenu, il faut vivre la vraie vie. Tu peux pas juste vivre à travers ton téléphone, sinon tu n'as plus de vraie interaction, tu ne te nourris plus et tu n'es plus intéressant finalement pour les autres. Donc, il faut trouver un équilibre, je crois, entre les deux. Et moi, j'en ai cruellement besoin. Je me limite énormément sur mon utilisation des réseaux sociaux. L'année dernière, j'étais à 1 heure par jour max d'Instagram. C'est quand même mon métier. Ah ouais? Oui. Donc, il y a toute une préparation qui se fait effectivement avant, sur d'autres outils, j'imagine. Moi, j'essaie de travailler avec mon téléphone en mode avion. Je fais mon shooting, soit photo, soit vidéo. Mais j'essaie de réfléchir et de me renseigner hors téléphone de temps en temps. Je suis quand même bien accro, mais il faut des moments de break. Et alors, l'une des autres stratégies, tu dis, quand on souhaite se lancer en tant qu'influenceur, influenceuse engagée, c'est choisir ses partenariats. Et notamment parce qu'en fonction de sa notoriété, les marques vont rémunérer des profils
pour promouvoir leurs produits en utilisant l'argument écologique de façon trompeuse. Et parfois, afin d'améliorer leur image, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Du coup, en tant qu'influenceur, comment identifier les partenaires un peu honnêtes ? Ça, c'est un vaste sujet. Alors, quels seraient, tu vois, les angles, les 2-3 angles un peu importants au début pour se dire, bon, même si effectivement on ne peut pas tout savoir d'un partenariat, pour essayer en tout cas de le cadrer le plus possible. La première chose à faire, quel que soit le domaine qu'on va aborder, que ce soit les cosmétiques, la mode, le voyage ou autre, c'est communiquer avec la marque et leur demander peut-être où les produits sont fabriqués, quelle est la composition du produit, quelles matières ont été utilisées, par qui ça a été fabriqué. Enfin, en fait, revenir juste à la source et se dire, mais d'où vient ce que je porte ? Vous pouvez faire ça avec vos vêtements ou avec tout ce que vous consommez au quotidien, juste se dire, mais attends, ça vient d'où ? Ça sort pas de nulle part. Oui, quel est le parcours, quoi. Voilà. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est s'informer, communiquer avec les marques et leur poser ces quelques questions essentielles. Si la marque, à ce moment-là, répond de manière un peu floue. un peu floue, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est déjà mauvais signe. Alors après, si on veut aller encore plus loin, moi, ce que je fais, c'est que je demande, par exemple, le rapport RSE de la marque. Je demande s'il y a des labels. Tu vois, il y a des labels comme B Corp qui demandent aux entreprises d'être plus transparentes et qui assurent que les entreprises font pas n'importe quoi. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais c'est déjà super. C'est une première étape. Et de l'autre côté, cette fois du côté du consommateur, comment essayer de déjouer les pièges du greenwashing ? C'est un petit peu la même chose. Hein. Ok, ça va être les labels, ça peut être quoi d'autre ? Moi, je regarde les étiquettes des vêtements maintenant. Par exemple, pour un vêtement, il faut éviter les matières synthétiques et il faut éviter les matières mélangées. Tout ce qui est mélangé est très difficile à recycler. Donc en fait, on nous fait croire que c'est des super matières, donc tu vas avoir genre 90% de coton et 10% d'élastane. Mais en fait, on ne sait pas comment défaire les fibres. Et donc ton vêtement, il servira plus à rien. Ça va juste finir soit dans une décharge, soit être revendu. Mais bon, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de stock de vêtements. On a de quoi habiller toute la planète pendant 6 générations, je crois. Donc, donc voilà, tu vois, c'est des petites choses, c'est pas mal de petites choses comme ça qu'il faut savoir. Privilégier les matières naturelles, regarder les étiquettes. Et voilà, regardez les étiquettes, demandez-vous d'où ça vient. Bien sûr. Alors par rapport à ça, à ce secteur de la mode, qui est séduisant, qui est attractif, qui brasse effectivement des milliards dans le monde et qui concerne un peu tout le monde, est-ce qu'il est possible de rester par exemple passionné de mode et pour autant être un peu engagé en essayant de valoriser ? Ça serait quoi un peu les stratégies pour ces gens qui aiment malgré tout Mais tellement. Parce qu'en fait, c'est complètement possible. Parce qu'en fait, comme je viens de le dire, comme on a de quoi habiller plusieurs générations aujourd'hui sur cette planète, mais justement, ne vous habillez pas comme la dernière collection de machin et comme tout le monde en allant chez Zara, en ayant, tu vois, moi ça me perturbe, moi j'adore la mode, ça me perturbe d'avoir les mêmes vêtements, c'est un peu du snobisme, ou je sais pas, non mais du snobisme, je rigole, mais tu vois, c'est un peu, c'est pouvoir exprimer sa personnalité, d'avoir des vêtements que les autres n'ont pas, et donc aller chiner des vêtements soit sur des sites de revente de seconde main qui marchent hyper bien aujourd'hui, bon évidemment comme Vinted, Le Bon Coin, etc., soit en physique, il y a de plus en plus de boutiques de brocantes qui proposent des trucs cool. Donc en fait, c'est ça la solution pour moi. Et après, éventuellement, mélanger avec des marques éthiques, mais tu vois, une pièce de temps en temps ou une belle pièce de créateur. Mais plus choisir avec amour chaque pièce et se dire, ok, celle-là, je l'aime vraiment et c'est pour ça que je l'achète. Et on aimera encore plus la porter et on sera fiers de la porter aussi. Bien sûr, je comprends. Alors, on va arriver bientôt à la fin de cette interview. Mais avant de se quitter, il y a un sujet que j'aimerais évoquer avec toi. C'est une autre industrie qui te tient très à cœur. C'est celle du voyage. Tu aimes voyager, mais en évitant de polluer le plus possible. Et c'est cette passion qui t'a amené à fonder notamment Aware Collective, donc ton association qui propose des périples éco-responsables organisés comme par exemple la mode dans les Cévennes ou le vin face au changement climatique. Quelle était l'origine de cet assaut et surtout le concept de ces voyages ? Le concept de ces voyages, c'est de sensibiliser les influenceurs à l'éco-responsabilité. Et à chaque voyage, on choisit un thème différent qu'on va approfondir. Justement, pour déjouer toutes ces peurs que l'influenceur peut avoir de s'engager, ces peurs qui sont légitimes. C'est justement, la peur du manque de légitimité, la peur de se sentir seul aussi dans ce combat. Enfin voilà, en fait, c'est pour déjouer toutes ces peurs. On leur donne des clés en faisant venir des intervenants
On part pendant 3 jours. Là, je reviens d'un voyage de 3 jours dans le Perche. D'accord. Et c'était un voyage sur l'alimentation éco-responsable. Et on a, par exemple, visité une ferme bio. On a rencontré Fanny Giancetto, qui est la fondatrice d'un label écotable qui aide les restaurants à être les plus engagés possibles. On a rencontré en fait plein d'acteurs comme ça qui nous ont parlé d'alimentation éco-responsable. Et ça permet de donner des chiffres clés et des informations sur le sujet et de l'approfondir, mais tout en kiffant en fait. Oui, c'est ça. On peut tout à fait prendre le train, aller dans un endroit magnifique. On mange végétarien pendant 3 jours et c'est délicieux. Et même, c'était génial de les voir parce que personne n'était végétarien et personne n'était vraiment engagé. Dans les influenceurs que j'invite, j'essaie d'inviter des personnes qui sont pas déjà 100% écolo, disons. Et pourtant, ils m'ont tous dit « mais c'est incroyable, ça m'a donné trop envie de manger végétarien » et tout ça. Enfin, le but, c'est de donner envie, passer un bon moment, mais on apprend en même temps. Et j'imagine qu'en plus, ça te permet un peu de sentir aussi le changement, l'intérêt. Là, c'est une réaction directe et concrète. Parce que parfois, j'imagine qu'à travers l'influence, c'est à travers le prisme d'un écran, on se rend pas forcément compte parfois de l'impact qu'on peut avoir. Est-ce que les consommateurs ou les personnes qui te suivent te partagent un peu, elles, sur leur parcours, leur avancée? Est-ce que toi, tu as permis, par exemple, de lancer ou de mettre en place? Oui, un petit peu. J'ai quelques retours par message, mais c'est vrai que c'est tout de suite plus fort quand on le vit en vrai. Quand on voit des personnes qui sont vraiment touchées et qui me disent « Ok, j'ai appris tellement de choses. Et là, je vais réfléchir à prendre l'avion pour mon voyage le mois prochain. Ou je vais réfléchir à la prochaine fois que je vais faire mes courses et tout ça. » Ça, c'est incroyable et c'est génial. Et c'est vrai que je le ressens encore plus fort pendant ces voyages. J'ai parfois des personnes de ma communauté qui me le disent, mais c'est toujours à travers un écran, donc c'est différent, on ne se rend pas compte. C'est vrai. Et alors, est-ce que tu as des prochaines thématiques proposées à travers Aware Collective? Est-ce que tu sais ce que vous avez envie d'explorer? Tout à fait. On a un prochain voyage sur la mode éco-responsable à nouveau, parce que c'est un sujet qui avait super bien marché et qui touche beaucoup d'influenceurs, et très polluant, la mode. Donc le prochain sera là-dessus. Et on va aussi organiser des journées à Paris. On a fait une en collaboration avec Meta d'ailleurs. Et là, on fait venir vraiment une 30aine d'influenceurs pour parler de communication responsable et sur le sujet d'influence engagée de manière générale et plus sur un thème comme sur les voyages. Super. Donc on peut suivre tout ça sur Aware Collective. Exactement. Parfait. Je te remercie infiniment, Charlotte, d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous sensibiliser au respect de la planète et aux engagements aussi possibles à travers les réseaux sociaux. Et je rappelle que ton livre Influenceur, influenceuse engagée est disponible aux éditions Jouvence et qu'on peut te retrouver sur Instagram sous Chamelo, CHAME2LOW. À bientôt, Charlotte. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.